Alors, lorsque j'ai parlé avec les proviseurs de l'école où j'étais à Mwanza, il a fait un communiqué par lequel les élèves ont cotisé massivement pour moi. C'est avec cet argent que j'ai pris sans avertir la famille qui m'hébergeait et j'ai fait pour aller à Dar es Salaam. Quand je suis arrivé à Dar es Salaam, je suis allé à la police. À la police, je me suis représenté comme un Burkinabé qui vivait en Afrique du Sud avec son père et que son père est mort en Afrique du Sud. Et le monsieur qui était censé m'amener au Burkina m'a abandonné à Dar es Salaam et que je demande l'aide de la police tanzanienne pour pouvoir aller chez moi retrouver ma mère. Certaines personnes, certains policiers ne m'ont pas crié, d'autres m'ont crié, mais ce qui m'avait marqué, c'était l'amour que ces policiers m'ont vraiment montré. Beaucoup m'ont demandé si je pouvais rester chez eux pour qu'ils puissent me prendre en charge, me scolariser et me laisser partir quand je serai assez grand pour aller chercher ma mère. Mais comme mon rêve c'était de venir au Maroc, je n'ai pas accepté. Et vraiment, il fallait que je trouve des raisons pour échapper à leurs questions, à leurs exigences. Et pour ça, j'avais une formule qui leur touchait, c'était j'ai besoin de l'amour de ma mère. J'ai besoin de ma mère. Donc chaque jour, je plairais. Ainsi, ils se sont laissés par sentiment et par l'émotion. Non, l'enfant a vraiment besoin de sa mère, il faut le laisser partir. C'est ainsi qu'après 2 semaines d'entente, le gouvernement tanzanien m'a payé les billets d'avion. Donc les billets d'avion, c'était d'abord, j'arrive, on a fait l'escale en Éthiopie, à Addis Abeba, et de l'Éthiopie, on est parti à Ouagadougou. Mais quand je suis arrivé à Ouagadougou, je me suis retrouvé devant une réalité, devant une vie sociale que je n'avais pas l'habitude de vivre depuis chez nous. En fait, chez nous, on est en Afrique centrale où nous avons que 2 saisons. Nous avons la saison de pluie et la saison sèche. Et la saison sèche où l'été prend que 2 mois. Ce qui veut dire que les 10 mois, c'est la pluie. Ce qui veut dire que chez nous, il n'y a pas assez de soleil, c'est-à-dire qu'il ne fait pas très chaud. Alors qu'à Ouagadougou, c'était autre chose. Jusqu'à l'aéroport d'abord, c'était difficile. Et bon, et quand je suis arrivé là-bas, je me suis représenté comme un Burkinabé à la police. Et la police ne savait que faire avec moi. C'est ainsi que la police m'a envoyé à l'action sociale, qui s'est retrouvée à Kadiogo. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a présenté devant un monsieur, un directeur de l'action sociale. Et ce monsieur a dit ok, on va traiter ton dossier. Et son secrétaire, qui s'appelle monsieur Sébastien Ouedraogo, a voulu que j'aille vivre avec lui chez lui, à condition que les directeurs lui donnent l'autorisation d'hébergement. C'est ce que je suis allé d'abord chez lui pendant 2 semaines, mais le directeur n'a pas vraiment donné l'autorisation par écrit. C'est ainsi que Ouedraogo fit contraint de me faire ramener au bureau. Et quand je suis arrivé au bureau, le directeur m'a demandé de dormir dans la salle. Et dans cette salle, ça a été un calvaire total pour moi, puisque il y avait trop de moustiques. D'abord, même avant de me piquer, uniquement l'air bruit me faisait peur. En plus de ça, il faisait tellement très chaud. Il n'y avait pas moyen de supporter, autant plus qu'il n'y avait pas d'eau pour me laver.
Donc, puisque là où je devais aller chercher un petit seau chez quelqu'un pour me laver le matin. Donc, le directeur, ne sachant que faire avec moi, il m'a envoyé à l'orphelinat des Ogandais. Donc, cet orphelinat se trouve à l'extrême, à la sortie de Ouagadougou. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai encore découvert une autre réalité. Donc, les conditions de vie qu'on impose aux enfants, c'était vraiment insupportable pour moi. Je ne pouvais pas vraiment supporter cette vie que les enfants vivaient là-bas. Premièrement, d'abord, l'une de ces conditions, les enfants avaient du choix, soit de dormir à l'orphelinat, soit ne pas dormir à l'orphelinat. Donc les enfants dormaient dans la rue, et ils revenaient à l'orphelinat au moment de manger. Parce qu'on leur donnait les billets pour aller manger chez une dame qui détenait les restaurants. La deuxième condition, on se lavait une fois. Or, moi, là où je viens, dans mon pays, nous lavons autant de fois qu'on veut. D'abord, moi, je me lavais presque 5 à 6 fois par jour. Puisque à l'époque, ma peau que j'avais, c'était un peu difficile, c'était un peu bizarre, puisque je suis né prématuré. Donc, ma peau nécessite chaque fois que je me lave chaque fois. Donc, maintenant, j'étais devant des conditions où on me demandait de me laver. C'était une condition vraiment insupportable pour moi. Autant puisqu'il y avait tellement trop de chaleur, donc il n'y avait pas moyen de supporter. À l'intérieur des salles où on dormait, il faisait très chaud. À l'extérieur, il faisait très chaud. Donc que ce soit la nuit ou que ce soit la journée, les climats étaient les mêmes. C'est-à-dire toujours chaud, chaud, chaud. Et ça, je n'ai pas pu les supporter puisque je ne savais pas que faire. C'était pour la première fois que je me suis blâmé d'avoir quitté mon pays. Puisque vraiment, c'est une vie que je ne m'étais pas habitué. Et autant de plus aussi que la société burkinabé, certes, elle est super bonne, c'est-à-dire la société elle est accueillante un peu, mais bon, il y a encore, on est en ville, l'individualisme gagne l'esprit de plusieurs personnes, et puis les gens n'ont pas assez de moyens pour s'entraider en fait, c'est un peu difficile. Donc il faut avoir ce qu'on appelle dans ces pays-là la connexion, c'est-à-dire il faut être connecté à quelqu'un qui va aussi te connecter à une autre personne. Donc quant à moi, je ne connaissais personne en dehors de M. Sébastien Ouedraogo. M'avait été devenu encore très difficile que ce que je vivais d'abord dans mon village, que ce que je vivais à Lubumbashi, en Zambie et en Tanzanie. Donc je n'ai pas pu supporter. Et aussi comme mon rêve c'était de venir au Maroc, je suis allé sur internet. J'ai cherché la route qui pouvait m'amener. Il y avait deux chemins. Partir vers le Niger. Mais là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait très de soleil. C'est quasiment les déserts. Et que c'est impossible pour moi. Et en plus de ça, il y avait beaucoup de rebelles. Donc, si je m'aventurais, là on est à 2013, si je m'aventurais sur cette route, je risquerais ma vie. Et l'autre route, c'était vers le Mali. C'était les mêmes choses. Donc, je me suis trouvé bloqué. Du coup, je ne savais pas quoi faire. Donc, c'est des trucs dont c'est des situations où je n'avais pas planifié quand j'étais en Tanzanie ni en Zambie. Je ne savais pas que j'allais m'affronter à ce genre de situations parce que pour moi, dans ma tête, je pensais que la route était toute ouverte, que je pouvais marcher comme je voulais. Mais heureusement, je me suis rendu compte que non, à côté de Burkina Faso, il y a un autre pays qui s'appelle le Ghana. Et qu'avec au Ghana, je peux aller, qu'il pleut là-bas, les temps font, il y a un bon climat, il pleut, il y a de la mer, en tout cas les conditions de vie sont assez différentes, assez bonnes que celles du Burkina Faso.
Et donc, je me suis fait un chemin là-bas. Donc, j'arrive au Ghana. Là, je marche vers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je pars à Guinée-Conakry. De la Guinée-Conakry, je pars au Sénégal. Et du Sénégal, je pars à Mauritanie. Mauritanie, j'entre au Maroc. Ça a été la route que je me suis fait au Burkina pour éviter de passer par le Niger où là, soit je serais tué par le soleil, soit par les rebelles, soit pour être kidnappé. Donc ça a été un peu difficile pour moi. Donc maintenant, et une autre condition, c'était je n'avais ni l'argent ni les passeports pour voyager. Donc, comme j'étais à l'orphelinat, il avait des enfants qui maîtrisaient très bien leur pays, qui maîtrisaient très bien Burkina Faso. Donc, comme mon billet d'avion était écrit en anglais, j'ai appelé 3 enfants. Un s'appelait Patrick, l'autre s'appelait Traoré et l'autre s'appelait, je ne sais pas moi, Gouane ou je ne sais pas qui. Donc, il s'appelait ce monsieur. Je les ai demandé, écoutez, j'ai un billet d'avion pour les États-Unis. Mais pour pouvoir aller, on doit aller au Ghana. Donc si vous voulez venir avec moi au Ghana, et là-bas, nous pourrons prendre les bateaux pour aller aux États-Unis. En fait, j'en ai profité parce que mon billet d'avion était écrit en anglais. Et les enfants ne savaient pas l'anglais. Donc je les ai montré là où c'était écrit l'heure à 5 heures. Je les ai dit non, ça c'est la place de 5 personnes. Donc si vous venez avec moi, nous pourrons aller facilement ensemble avec vous. Donc je les ai demandé de venir avec moi. Si nous arrivons au Ghana, là-bas, nous pourrons aller aux États-Unis. Et bon, ils étaient des enfants de la rue, ils ne connaissaient pas ce que moi je voulais. Parce que moi je voulais arriver au Ghana et les enfants, c'est eux qui devaient me montrer la route. C'est ainsi que nous sommes mis en route et nous avons marché longtemps, presque 50 km. Et puis, grâce à Dieu, nous avons trouvé un camion pendant la nuit qui nous a amenés jusqu'à Léo. C'est une ville frontalière avec le Ghana. Et quand le camion nous a laissés là-bas, nous avons traversé la frontière où il n'y avait pas de militaires ni de contrôle. Parce que, en fait, il y a plusieurs frontières. Là, on peut entrer, là, on peut sortir. Là où les villageois entrent, là où les villageois sortent. Donc, il y a plusieurs pistes pour contourner les frontières. C'est ici qu'on est entré au Ghana. Mais quand on est arrivé au Ghana, les enfants, ils ont changé leur attitude. Bien sûr, leurs jambes ont commencé à gonfler, mais ils ont commencé à m'agresser, à me promettre de me faire retourner au Burkina de force ou de me poignarder. Alors un jour, on est arrivé dans un petit village où il y avait la mosquée. Je les ai demandé, écoutez, entrons, prions dans la mosquée et après on demandera de l'argent. Ils m'ont dit non, nous sommes des chrétiens, on ne peut pas demander on ne peut pas aller prier. Donc moi je suis entré dans la mosquée, comme j'étais en Tanzanie, puisqu'en Tanzanie c'est un pays à la fois islamique et chrétienne. Donc on connaissait un peu la prière islamique là-bas parce qu'on nous apprenait cela à l'école. Donc je suis entré, moi j'ai prié et à la fin j'ai demandé de l'argent. Malheureusement ils m'ont donné que tout Ghana c'est 10. Je ne sais pas, en tout cas dans l'argent du Maroc c'est rien en fait. Il n'y a pas de... C'est même pas un centime. Ce n'est même pas un centime en fait. C'est rien. Donc j'ai caché cet argent avec moi puisque les enfants allaient me les piquer. C'est là que les matins nous nous sommes mis en route et là-bas nous dormions souvent dans la brousse. Nous dormions beaucoup dans la brousse, dans la forêt. Souvent pour éviter, c'est-à-dire un jour nous avons dormi dans la forêt et le lendemain matin je me suis rendu compte que j'avais mis ma tête sur un boa, sur un grand serpent et je ne sais même pas comment le serpent ne m'a pas mordu. Et dans toute la nuit dont j'ai dormi sur le serpent, il ne m'a rien fait. Et là un peu les enfants commençaient à avoir peur de moi en disant que non, comment fais-tu que les serpents ne puissent pas te mordre et pourtant tu les as fait du mal.
Et là, du coup, on a eu peur de dormir sur terre. Donc maintenant, pour dormir, dorénavant, nous montions au bord, sur les arbres, là où nous dormions comme des tigres en fait. Et mais malgré cela, on ne savait pas qu'aussi que là-bas, il y avait aussi des serpents, mais pour nous, dans notre esprit, pour mieux éviter quoi, les risques, il faut mieux dormir sur les branches des arbres. C'est ainsi qu'on a commencé à dormir dans les branches des arbres petit à petit. Et après, les enfants, ils ont continué à m'agresser, c'est-à-dire, ils ont commencé à m'amener une vie très difficile que ce que j'ai pensé. Et puis leurs habits étaient trop sales, donc chaque fois qu'on passait dans un village, les gens nous regardaient bizarrement et tout ce qu'on sort. Alors on est arrivé à on est arrivé à 6 km de la ville. Alors un ami, c'est un Ghanéen dont j'ai rencontré, ce n'est pas un ami mais un inconnu, m'a dit que ses enfants, la police ne veut pas les laisser entrer dans la ville parce qu'ils sont trop sales. J'ai peur que la police vous laisse entrer. Donc j'ai proposé aux enfants que nous entrons un par un. C'est-à-dire que l'un précède et sort, entre et l'autre suit. Mais les enfants ont dit non. Et nous devons entrer ensemble parce que nous sommes venus ensemble. Et moi je n'avais pas d'autre choix parce que si je partais avec eux, on allait m'arrêter. Donc comme je n'avais pas d'autre choix, on a commencé à marcher à 10 mètres. Heureusement, j'ai vu un camion, un bus de transport. J'ai fait arrêter les bus. Et j'ai demandé au monsieur, les chauffeurs, combien ça coûtait pour aller en ville. Il m'a dit tout Ghana Cedis, c'est-à-dire les 2 Ghana Cedis qu'on m'avait donné dans la mosquée. Donc j'ai payé. Et quand les enfants ont vu que j'ai fait arrêter les bus, ils ont couru vers les bus. Mais j'ai dit au chauffeur que non, les enfants n'ont pas d'argent, mais si vous pouvez les aider. Mais le chauffeur a dit que lui, il ne peut pas les aider s'ils n'ont pas d'argent. C'est ainsi que moi, je suis monté dans les bus et je suis parti à Wa. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où les enfants sont. Je ne sais pas s'ils ont pu retourner au Burkina Faso, s'ils sont restés au Ghana. Et sincèrement, je les regrette. Mais bon, je n'avais pas d'autre choix puisque les enfants me mettaient la pression. Ils faisaient des menaces de me poignarder. Donc je devais faire un choix. Et en plus de ça, la police n'allait pas nous laisser entrer. Oh, les enfants n'ont pas voulu suivre mes conseils, c'est-à-dire mon plan. C'est-à-dire nous sortons un par un et nous entrons un par un. Donc ils ont refusé et du coup je n'avais pas de choix que de faire ce que j'ai fait. J'espère qu'un jour les enfants comprendront et me pardonneront et puis même Dieu va me pardonner peut-être, je ne sais pas. C'est ainsi que je suis allé à Wa et quand je suis arrivé dans la ville, j'ai demandé, je suis allé à la mosquée et là j'ai demandé de l'argent pour avoir les transports pour aller à Kumasi, la deuxième ville de Ghana. Et vraiment là-bas c'était vraiment un climat de chez moi parce que il y avait de la pluie, il y avait du froid, donc je me suis un peu retrouvé un peu dans mon pays d'origine en fait. C'était vraiment très très positif pour moi. Et de commencer là, je suis allé à Accra. Et encore là-bas, c'était encore super cool parce qu'il y avait de la mer, donc je partais me laver. Mais malheureusement, je n'avais pas où dormir. Je suis resté pendant 2-3 semaines dans la rue. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mené à l'action sociale. Là où le directeur m'a envoyé aussi à l'orphelinat de Osu Children House. Osu Children House. À l'orphelinat qui s'appelle Osu Children House. Et là-bas, c'était en quelque sorte une prison pour des mineurs parce que on avait que 2 heures ou voire même 3 heures pour sortir, c'est-à-dire pour rester dans la cour. Et après, on nous renfermait dans les cellules. Une sorte de prison en fait. Mais ils appellent ça l'orphelinat en fait. Donc, les enfants n'ont pas assez de la liberté de sortir ou de retourner. Vous devez manger les choses, vous devez s'habiller ce que les gens veulent que vous vous habillez. Vous devez lire les livres que eux veulent que vous lisez. En fait, tout était codifié, tout était organisé, donc il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et là, ça a un peu touché à mon ego, puisque je
n'étais pas vraiment habitué à ce genre de rester dans une cellule renfermé comme un prisonnier alors que je n'ai rien fait. Alors je suis allé voir le directeur, je lui ai dit non, écoutez, je suis sénégalais, je suis de la tribu Seréré et que je veux rentrer dans mon pays. Donc quand j'ai dit ça, les directeurs m'ont dit ok, on va t'aider, mais tu dois être patient. Et quand je suis sorti de son bureau, je me suis dit, ah, comment ça je peux retourner quoi là-bas à l'orphelinat? Non, c'est impossible. C'est ce que je fui. J'avais une chose que j'avais, mon téléphone, mon petit téléphone, que j'avais acheté au Burkina Faso, et puis un seul culotte et chemise. Je n'avais pas d'autres habits. Et là, j'ai fui pour aller à la gare. Donc, et quand je suis arrivé à la gare, je me suis présenté comme je suis 50. En fait, au Ghana, quand on dit 50, c'est que c'est moitié ghanéen, moitié de notre nationalité. Soit ivoirienne, soit burkinabé, soit togolaise, soit nigériane, soit congolaise. Donc j'ai dit au monsieur que non, je suis 50, que mon père c'était un Ghanéen, ma mère elle est ivoirienne et que actuellement ma mère elle est super malade en Côte d'Ivoire, que je dois aller le voir. Alors le monsieur m'a dit non, nous ne partons pas vers la Côte d'Ivoire, mais on peut te laisser à 3 km de la Côte d'Ivoire, de la frontière. Je dis non, c'est pas grave. C'est ici que j'ai eu cette chance-là. La voiture m'a amené jusqu'à la frontière, à 3 km. Et là, je dis marcher. Mais à ma grande surprise, il y avait de la police sur la route. Et comme la police ne m'avait pas encore remarqué, j'ai fait semblant de tirer sur de faire comme un chasseur qui tire sur des oiseaux, puisque j'avais la fraude avec moi, c'est-à-dire l'aspire. J'avais l'aspire avec moi. Donc j'ai commencé à faire semblant comme si je suis un petit chasseur qui était parti au champ maintenant qu'il rentre dans les villages. Et les policiers aussi, ils ne m'ont pas calculé, ils m'ont laissé passer. C'est ce que je suis allé dans les villages là-bas. J'ai oublié les noms, bien sûr, je ne me souviens plus du nom du village. Et là-bas, je me suis retrouvé devant des caractéristiques des personnes dont je ne peux pas trop détailler, mais bon, passons. Ils ont les chauffeurs, tous les chauffeurs ont refusé de m'aider pour m'amener à Abidjan sans argent. Tous je voulais que je les paye. Donc je les ai proposé mon téléphone, ils ont refusé. Mais après 3 jours, voire même 4 jours où je suis resté à l'extérieur, à la gare, en train de dormir, un chauffeur a pitié de moi. En fait, un chauffeur qui avait refusé, donc il est parti à Abidjan. Et puis il est revenu, il m'a retrouvé là où il m'avait laissé. Donc le monsieur, il a eu pitié de moi, il a accepté mon petit téléphone en échange pour aller à Abidjan. C'est ainsi que je suis arrivé à Abidjan. C'était une grande ville cosmopolitique, il y avait de toutes nationalités confondues. En tout cas, c'était une belle ville. Abidjan, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Sauf que je n'avais pas où dormir. Je ne connaissais personne. Et donc, d'abord, je suis là pour trouver une échappatoire. Je suis allé à l'ambassade du Gabon. Je suis arrivé là-bas à 6 h du matin, un certain vendredi. Donc, à ce moment-là, je suis allé à l'ambassade du Gabon. Je me suis présenté comme je suis gabonais, du nom de Kowe Wilkin. C'est avec le nom dont je me suis présenté comme gabonais. Et ils m'ont demandé d'où je vivais. J'ai dit non, je vivais quoi au Mali avec mon père, mais bon, mon père il a disparu, je dois retourner au Gabon. Alors ils m'ont demandé alors pourquoi tu n'es pas parti à l'ambassade du Gabon au Burkina? J'ai dit non, mon père était venu ici à Abidjan, donc je suis venu le chercher ici. Je ne l'ai pas retrouvé, donc je n'ai pas où aller, je dois rentrer. Malheureusement, l'ambassadeur n'était pas là. Tout le monde dit écoutez petit, l'ambassadeur n'est pas là, donc va et très bien le lundi. En attendant, tu dois te débrouiller. Et donc, comme ils m'ont dit, je n'avais pas d'autre choix que de sortir du bureau. Et là, je suis allé au plateau, là où il y a des immeubles, des ministères. Je suis dormi là-bas en bas, et puis je suis allé dormir dans un autre quartier qu'on appelle les 13 villes.
après les ponts, c'est-à-dire vous traversez les ponts pour aller à 13 villes. Et après, donc, les dimanches, je suis encore revenu dormir là où j'avais dormi. Et le lundi matin, je me suis dit, ah, au lieu d'aller à l'ambassade du Gabon, laisse-moi d'abord aller au ministère ici voir l'action sociale. Je suis monté dans un bureau où ils m'ont amené à l'action sociale. Et là-bas, l'action sociale le monsieur qui s'occupait de moi, je ne sais pas qui, c'est Fofana ou c'est qui, m'a posé la question de savoir de quelle religion j'étais. Donc, sa question m'a été un peu surprise de me, en vrai, de quelle religion j'étais. Et bon, je lui ai dit non, je suis témoin de Jéhovah. C'était ma religion du village. Donc, directement, il a appelé les témoins de Jéhovah. Je ne comprenais rien. Et les témoins de Jéhovah sont venus, ils m'ont posé des questions sur ma congrégation, sur les activités des témoins de Jéhovah, comment elles fonctionnent, comment ça se fait la prédication. Et c'est des trucs dont je connaissais parfaitement par cœur. J'ai répondu à toutes leurs questions, ils ont dit ah oui, je suis témoin de Jéhovah. Et ils m'ont récupéré. Et arrivé, ils m'ont confié à un frère Charles, un certain Baoulé, qui vivait dans les bidonvilles. Quand je suis arrivé dans ces bidonvilles-là, d'abord, l'odeur même, c'était de n'importe quoi, excusez-moi le terme, mais c'était la seule qualification que j'ai pu parler. L'odeur, c'était irrespirable en fait. Les gens vivent dans des conditions vraiment insupportables. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, et même souvent ça vient, ça coupe, ça part, ça revient. En un mot, il n'y a même pas l'électricité, il n'y a même pas d'eau. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me suis retrouvé encore une fois de plus la même situation que j'étais de l'autre côté au Burkina. Donc, je suis arrivé à Abidjan, c'était en mars 2014. Et là, dans mes projets, c'était que je pars vers Conakry. Et Conakry, ça devait être la Guinée-Conakry. Et là-bas pour partir vers le Sénégal. Mais malheureusement, à la même époque, il y a eu ce qu'on appelait le virus Ebola, la maladie Ebola. Et donc, je ne pouvais pas vraiment passer par Conakry. Donc, il fallait que je change mon programme. Et la seule solution, c'était de passer par le Mali. Et bon, là, c'était vers le sud parce qu'il n'y avait pas la guerre, c'était encore, il y a de la forêt. Donc, je fui de chez frère Charles, un certain dimanche, je fui. Et je me suis mis en route. Je me suis en route, j'ai commencé à marcher, jusqu'à ce que je suis arrivé à Yamoussoukro. C'est une distance très longue entre Yamoussoukro et Abidjan. Quand je suis arrivé à Yamoussoukro, mes jambes étaient gonflées. Je me suis reposé là-bas un peu 3 ou 4 jours. Et puis je me suis mis en route. Après presque 30 km, j'ai pu trouver une voiture qui partait à Boaké. Et c'est là de Boaké, les voitures m'ont mené à Boaké. Et de Boaké, j'ai trouvé une moto, un monsieur qui m'a mené vers Ferke. En Ferke encore, j'ai trouvé un autre monsieur qui m'a amené jusqu'à la frontière avec son vélo jusqu'à la frontière Pokolo. Ça s'appelle le Pokolo, entre la route vers Burkina Faso et vers le Mali. Et je me suis mis à marcher vers le Mali à pied. J'ai marché jusqu'aux frontières. C'est une longue distance, je l'ai marché dans 2 jours jusqu'aux frontières. Et là-bas, les gens un peu, ils ont remarqué mon visage, ma physionomie ne ressemblait pas ni aux Maliens ni aux Ivoiriens. Mais bon, comme vous savez déjà, en Côte d'Ivoire, il y a toutes les nationalités, donc je me suis présenté, je me suis infligé, et après un certain moment de dispute, de conflit entre les policiers et moi, ils m'ont laissé passer. Et c'est ce que je suis entré au Mali, j'ai commencé à marcher. Tout allait très bien, c'est dans la région de Sikasso. C'est dans la région de Sikasso où je suis entré. Tout allait très bien pour moi et il n'y avait aucun problème. Et là-bas, j'ai trouvé un monsieur qui m'a mené avec sa moto jusqu'à Sikasso où j'ai dormi. Après, encore sur ma route, j'ai marché à pied, j'ai beaucoup marché. Après, j'ai trouvé une moto qui m'a mené un peu presque 50 km où je suis dormi encore, j'ai encore marché, j'ai marché. C'est ainsi que j'ai trouvé une voiture qui m'a mené à Bamako.
Quand je suis arrivé à Bamako, c'était vraiment... Et bon, c'est à l'époque, je ne peux pas juger. Et bon, je n'étais pas venu pour vivre au Mali, donc j'ai passé directement vers Kati, vers Kai plutôt, vers Kai, dans la vie économique. Là encore, j'ai encore dû marcher beaucoup de kilomètres. Et puis, quand je suis arrivé à Kai, là, il y avait aussi le désert, aussi, le soleil.